Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une marque de supermarché, une marque qui est là depuis pas très longtemps, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais moi je l'ai vue en allant faire un tour à mon supermarché. Voilà, j'étais au rayon shampoing, voir s'il n'y avait pas une nouvelle marque comme ça qui était sortie de nulle part, sur lequel j'aurais pu faire une magnifique vidéo de décryptage. Et ben je l'ai trouvé. Je suis donc tombée sur la marque Love Beauty and Planet et je me suis dit, vu le packaging, c'est peut-être du greenwashing. Et on va voir ça tout de suite. C'est une marque qui a été créée en 2008 aux États-Unis et elle est arrivée en France en avril 2019. C'est une marque qui appartient au groupe Unilever. Alors Unilever, c'est un géant au niveau mondial. C'est un groupe qui a vraiment beaucoup de marques, que ce soit cosmétiques, produits d'entretien, lessiviels, je crois qu'il y a même de la nourriture. Voilà, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est un petit peu comme le groupe Danone, c'est un peu le concurrent à Danone, à Nestlé, voilà, c'est vraiment des gros groupes comme ça. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'Unilever a totalement créé cette marque. Elle n'a pas racheté cette marque pour la faire rentrer dans ce groupe comme elle a l'habitude de faire avec beaucoup de marques. Non, là elle a carrément créé une marque avec un but très précis, c'est de prendre 20% de la part du marché des cosmétiques bio. Donc Unilever a créé cette marque vegan. Elle est fabriquée aux États-Unis et pour le marché européen, elle est fabriquée en Allemagne. Alors pourquoi Unilever a créé une marque purement adressée aux véganes? C'est pour avoir plus de crédibilité au sein de la cible. Apparemment, les véganes, comme d'ailleurs les consommateurs de cosmétiques bio, préfèrent acheter des produits issus d'une marque qui a une éthique bio ou végane à la base que une marque conventionnelle qui se met à faire une petite gamme de bio ou vegan. Cette marque est distribuée en moyenne et grande surface. J'ai aussi réussi à la trouver sur Amazon. Je l'ai aussi trouvée sur ASOS et aussi sur Birchbox. Je trouve que c'est une marque qui est vraiment sur tous les domaines. On la retrouve vraiment un petit peu partout et c'est un peu chelou. Alors, son slogan, être belle en faisant des gestes d'amour pour la planète. Wouh, que du bonheur, quel beau objectif dans la vie que ce type de phrase. Mais voilà, est-ce qu'on va vraiment y arriver avec cette marque? Donc, la cible, vous l'aurez bien compris, ce sont les véganes, en particulier les jeunes filles de 15 à 25 ans, toutes origines ethniques confondues et sociales aussi, qui sont donc intéressées par le monde vegan, qui ont un petit peu l'âme écologique, qui sont pas forcément ancrés dans le bio, et par rapport au prix des produits, je dirais que la cible est quand même les petits budgets, donc le 15-20, vraiment ceux qui n'ont pas encore de boulot et que c'est l'argent de papa-maman qui sert à acheter donc les produits ou leur argent de poche, c'est vraiment ciblé sur les petits budgets. Et aussi, la superbe cible, c'est cette gamme de jeunes filles de 15 à 25 ans qui sont peut-être influençables et surtout qui sont de super bonnes influenceuses grâce aux réseaux sociaux. Donc cette marque fait une gamme de produits assez large. On peut retrouver des shampoings, des après-shampoings, il y a aussi du gel douche, du lait corporel, déodorants et ils font aussi des masques capillaires et des masques visage en tissu. Sans oublier dentifrice, bain de bouche et brosse à dents. Donc cette gamme est composée de produits d'hygiène très classiques. Ils ont 6 collections. On a beurre de muru-muru, alors je ne sais pas si ça se dit muru-muru ou mourou-mourou, beurre de muru-muru et rose, huile de coco et ylang-ylang, rose et aloe vera, romarin et vétivier, beurre de karité, bois de santal, eau de coco et fleur de mimosa, coco et menthe poivrée et charbon actif, fleur d'oranger. Voilà, la gamme est quand même assez variée, il y en a pour tous les goûts. On va passer tout de suite à leur marketing de base, vraiment le fondement de leur marque. Donc c'est une marque qui, soi-disant, a été créée par 6 personnes, un groupement de 6 personnes qui avaient les mêmes objectifs dans leur vie. Unilever nous essaye de nous faire croire à une belle histoire alors que c'est un pur projet fictif, j'ai envie de dire, juste pour donner une âme à une marque qu'on n'avait pas parce que la marque n'existait pas. Donc voilà, ils ont inventé une belle histoire de groupe de personnes qui avaient envie de se battre pour l'environnement. Tout un petit truc comme ça fort sympathique. Ils ont basé leur marketing sur 5 objectifs pour préserver la planète. Ça part vraiment d'un bon sentiment. Le premier argument, c'est qu'ils utilisent des ingrédients issus du commerce durable. Il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur leur site, c'est vraiment quelques lignes édulcorées, fort sympathiques, mais quand on va chercher un petit peu plus loin l'information, bizarrement, on ne la trouve pas du tout. Ils utiliseraient des ingrédients qui sont issus de sources durables. On ne sait pas si c'est des coopératives éthiques, il n'y a pas de label, il n'y a rien, on ne sait pas du tout d'où ça sort, mais apparemment
les ingrédients sont issus de sources durables. Après, qu'est-ce qu'ils entendent par sources durables? Il n'y a que qui s'entendent. Et ils donnent comme exemple la lavande, le ylang-ylang et le vétiver. Et j'aime bien aussi dans cette petite description de leurs ingrédients fétiches, c'est surtout qu'ils nous mettent « Toutefois, ce n'est pas encore le cas pour certains des ingrédients ». Ah bah tu m'étonnes. Alors sur leur site, ils présentent les ingrédients qu'il y a dans leurs produits, avec une belle publicité sur l'huile de coco, sur tous les bienfaits de l'huile de coco, tout ça. Et malheureusement, dans leurs 6 ingrédients, on trouve pas du tout la lavande, le ylang-ylang et le vétiver qui sont issus du commerce durable, peut-être du commerce équitable. Bizarrement, là, on n'a pas d'infos. Ils se focalisent sur les 6 autres ingrédients. C'est un petit peu étrange comme façon de fonctionner. Donc, ils nous parlent de beurre de karité, qui est un fournisseur qui vient du Ghana et du Burkina Faso. Ok, ce beurre de karité est cultivé de façon durable. Je vais vous le dire comme c'est écrit, et donne un travail pour les femmes. Alors, on va pas sortir des propos féministes ou quoi que ce soit dans cette vidéo, mais j'avoue que la phrase est tournée de façon pas très saine. Donc il n'y a pas de mise en valeur justement de coopératives qui aident à l'éducation des femmes, voilà, ou 1% pour la planète ou des petites choses comme ça. Non, il n'y a rien du tout. C'est c'est bien, nous on est cool, on fait travailler les femmes. Alors dans quelles conditions, à quel salaire, ça, no comment. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, on n'en saura pas plus. La description est vraiment flatteuse pour le beurre de karité, on dirait presque une explication type Wikipédia sur les bienfaits du beurre de karité. Bon bah ça c'est bon, on a compris, toutes les marques nous le font, donc ils vont pas être nouveaux là-dessus. Après on a le beurre de murumuru, ou murumuru comme vous voulez. Donc la provenance ça vient d'Amazonie, de Belém précisément, et c'est la matière grasse des noix de palmier. Ensuite, on a l'huile d'arbre à thé, donc c'est issu des basses terres humides d'Australie. Il n'y a pas plus d'infos dessus, donc on ne sait pas. Après, il y a l'huile de coco, qui est une source durable de Philippines. On sait juste que les ingrédients viennent des 4 coins de la planète. Je suis pas sûre que ce soit franchement très écologique comme concept. Ça fait beaucoup penser à Body Shop où vraiment ils avaient le listing complet sur leur site de chaque ingrédient avec voilà issu machin. Mais sur Body Shop j'avais l'avantage d'avoir commerce équitable. Il y avait limite le nom de la coopérative de où venait le beurre de karité, l'huile de coco, conditions de travail, tout ça. Il y a vraiment tout qui était détaillé. Là il n'y a rien du tout. Et puis quand je dis que les descriptions c'est vraiment des petits pavés, c'est des petits pavés de 5 lignes. C'est vraiment la mise en valeur des bienfaits de chaque élément et après juste marqué voilà Philippines, Australie, Ghana, Burkina Faso, poète. J'ai l'impression d'acheter du café quoi. C'est limite quand j'achète un café que c'est marqué Colombie dessus, c'est exactement la même chose. Donc bon, très peu d'informations très louches. Leur autre objectif c'est réduire le gaspillage. Pour cela, ça c'est vraiment un bon point. Leurs bouteilles sont des bouteilles en plastique 100% recyclées et qui est donc 100% recyclable. Mais malheureusement, comme c'est marqué dans leur description, ce n'est pas valable pour les bouchons et pour les pompes. Mais ils s'engagent à remplacer ces derniers par un plastique où il y aurait au moins 50% de plastique recyclé dedans. Pour quand, je ne sais pas trop. En ce qui concerne le recyclage, il faut savoir qu'en France, seulement 18% des plastiques qui sont collectés redeviennent un plastique. Il y a 37% des plastiques qui sont collectés qui finissent en revalorisation énergétique et il y a 45% des autres plastiques collectés qui finissent en décharge. Le troisième objectif est de faire le calcul de leur empreinte carbone et de la partager tous les ans. Alors ok, la marque est récente, mais je n'ai pas du tout trouvé leur partage pour l'année 2018, ou alors ils n'ont pas encore fini de faire les calculs pour cette année-là, vu le nombre d'ingrédients qu'il y a dans leur liste et par rapport à d'où ça vient, il y a vraiment des calculs hyper scientifiques à faire, donc je pense qu'ils sont encore en phase de calcul. Donc moi je dis que c'est bien beau de calculer son empreinte carbone, mais il faudrait quand même savoir d'où on part, quel est le niveau là, pour savoir quel est leur objectif. Alors leur objectif est de baisser cette empreinte de 20% à d'ici 2020. Alors 2020 c'est l'année prochaine, sachant qu'on n'a pas de chiffres, je pense que ça va être un petit peu compliqué de suivre cette évolution. Pour moi c'est vraiment du pur blabla. Pour continuer un peu dans le blabla et se dire ouais mais non on fait des choses bien quand même, c'est pas que du blabla sur papier. Ils ont créé un fonds dite taxe carbone, c'est un peu ce que l'État avait envie de mettre en place à un moment où c'était en discussion, l'espèce de taxe carbone. Ils mettent donc 40 € sur ce compte par tonne de carbone émis, permettent de soutenir le programme européen pour le recyclage. Alors j'ai pas été me renseigner, je sais pas si les entreprises ont une obligation, une entreprise comme ça, à un point de vue international, qui ont vraiment une grosse empreinte carbone, parce que je pense qu'ils doivent avoir une putain d'empreinte carbone, on va pas se mentir. Est-ce qu'ils ont une obligation, vu que c'est une entreprise américaine, est-ce qu'ils ont une obligation de
veut soutenir le recyclage ou quoi que ce soit. Je sais qu'en France, le petit logo, pas dire que c'est un produit recyclé, c'est simplement que l'entreprise soutient financièrement le recyclage. Donc est-ce que là c'est pareil? Je sais pas du tout. Je pense que oui. Donc je pense que c'est encore une grosse entourloupe. Leur quatrième objectif est de donner des gestes d'amour pour la planète. Alors ce n'est pas d'aller tous les dimanches faire des bisous à un arbre. Non, ce n'est pas ça. C'est soutenir la mission et la vision des jeunes activistes environnementaux. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est écrit noir sur blanc, activistes environnementaux. Alors non, ils ne soutiennent pas Greenpeace ou d'autres ONG de ce type. Je pense que c'est juste là pour le marketing, pour attirer, parce que vegan, dans la tête de certains, en tout cas ça doit permettre de donner une image d'un écolo activiste. Donc c'est vraiment pour ça, le côté ouais on a une mission, on est activiste écologique, donc on est vegan. Je pense que voilà, c'est vraiment pour contenter leur cible, vu que c'est quand même des 15-25, je pense qu'il y en a peut-être qui sont un petit peu faibles mentalement, et du coup ce type de petites phrases comme ça, je dis ouais c'est une super entreprise parce que voilà, ils veulent militer pour les choses environnementales. Bah c'est que sur le papier, hein, parce que derrière c'est pas marqué qu'ils font des dons à des ONG, qu'ils aident certaines associations, qui font des choses très précises contre la déforestation, des choses comme ça. Donc, que dalle. Et pour continuer dans le que dalle et le pur comique, je pense que c'est le cinquième objectif qui m'a fait le plus marrer. C'est-à-dire que c'est pour une beauté audacieuse et bienveillante. Bienveillante, encore un mot qui est très très à la mode. Je trouve vraiment que cette marque a juste pris tous les mots qui étaient à la mode, voilà, les mots qui font du buzz comme on dit, et ils se sont dit tiens on va essayer de faire quelque chose avec ça. C'est tout à fait ça. Et donc ils veulent continuer à innover. Qui dit innover donc dit nouvelle gamme de produits. Qui dit nouvelle gamme de produits dit consommer plus, parce que tu vas aller dans ton supermarché prendre un produit de la nouvelle gamme pour pouvoir la tester, l'utiliser. Qui dit consommer plus dit pour eux gagner plus de pépettes. Et du coup c'est vraiment jouer dans le système de consommation. En même temps c'est une marque de chez Unilever, et Unilever c'est quoi? C'est juste un gros groupe financier qui est juste là pour se faire des couilles en or et pas du tout pour aider la planète. Il faut vraiment se mettre ça bien en tête, qu'ils sont juste là pour se faire du fric. C'est pas réellement écrit noir sur blanc, mais tu le comprends en lisant entre les lignes. On va passer à leur marketing de communication. Pour eux, ils ont une mission, et cette mission, c'est de te faire prendre en photo avec tes produits, de faire des petits gestes pour l'environnement en mettant le hashtag Love Beauty and Planet. Voilà, comme ça tu fais de la pub en même temps pour la marque et c'est plutôt sympa. Et donc ils savent que les jeunes savent très bien utiliser les réseaux sociaux, et donc ils vont exploiter leurs consommateurs pour qu'ils utilisent leurs réseaux sociaux pour partager leurs produits et automatiquement se faire de la pub gratos. Bon ok, il y a plein de marques qui font ça maintenant, c'est presque devenu normal, ok. Mais bon voilà, ça m'a fait assez rire qu'ils fassent la création d'un groupe hashtag Love Beauty and Planet. Ils auraient pu faire quand même un hashtag un petit peu plus activiste justement, ça aurait été sympa. C'est pour se sentir privilégié, engagé, se sentir être au cœur d'une communauté. Et donc avec ce hashtag, ils te proposent de promouvoir tes petits gestes écologiques avec ta famille, ta communauté, le monde entier. Et ces petits gestes, ils te donnent des magnifiques exemples que j'ai entendus depuis que je suis née. C'est-à-dire, en gros, vive le recyclage. Voilà, recycle tes boîtes de conserve, recycle tes boîtes en carton, recycle tout ce que tu peux recycler. Prends des douches et pas des bains. Ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Et oui, ça fait 30 ans que j'entends ces arguments de merde. En gestes écologiques, j'ai envie de dire c'est de la base, c'est juste des gestes anti-gaspillage. En exemple, ils mettent la photo de la petite jeune fille qui a été faire ses petites courses au supermarché avec son sac à bas en osier et non son gros sac en plastique. Voilà, c'est des trucs qui jouent un petit peu trop sur le côté écologique qu'il y a dans l'air du temps. Et il y a un autre truc qui m'a fait beaucoup marrer, c'est qu'ils ont une autre communication vachement plus subtile, c'est que sur le site, il y a un endroit où c'est marqué bon de réduction, qui t'envoie sur le site Envie de plus, qui est un site qui regroupe Unilever, Danone, Nestlé, des trucs comme ça, et donc tu peux avoir des bons de réduction en gros sur toutes leurs marques, hein. Que ce soit de l'alimentaire, de la lessive, tout ce que tu veux, toutes les marques bien pourries conventionnelles. Donc sur ce site tu peux avoir plein de bons de réduction si ça t'intéresse, hein. Tu peux faire des grosses économies en achetant des marques de merde et voilà, qu'ils s'en mettent plein les fouilles. Eux ils ont aussi développé des bons de réduction pour cette marque, pour voilà,
c'est un moyen de publicité comme un autre. Il y a envie de plus, il y a aussi, parce que j'ai cherché des infos sur les packaging et je me suis retrouvée sur le drive de Carrefour, j'ai vu qu'il y avait des promos avec la carte de fidélité Carrefour. Donc voilà, c'est toujours un mélange, un peu comme ça. Les promos, en fait, c'est juste une sorte de publicité cachée. On va passer à la partie packaging. Le packaging est pas très compliqué en soi, il est pas non plus très original, hein. Je trouve qu'il ressort pas vraiment dans un rayon de supermarché, c'est un peu dommage pour cette marque qui avait envie de se faire remarquer. Comme toutes les marques de cosmétiques, il y a une couleur par gamme, la couleur correspond en gros au parfum du produit. Le logo est donc dans un rectangle vertical, donc on a le nom de la marque qui est en grand, il y a vraiment... je crois qu'on ne peut pas le mettre plus grand sur l'emballage. Et donc autour de ce rectangle, on a donc l'ingrédient du produit. Donc vraiment pour faire ressortir ce côté naturel, bio, clean. Voilà, c'est vraiment des petites plantes, des petits morceaux de noix de coco, des roses. Voilà, c'est très joli. Très girly aussi. J'ai remarqué que certains produits avaient des noms en rapport avec la nature, principalement les shampoings, entre le mot oasis, cascade, rosée, puits. Alors rosé et puis je crois que c'est les gels douche. C'est vraiment toujours dans un aspect très naturel. Le logo 92, 98, 95% d'origine naturelle dans un coin. Un bon vert primaire qui ressort bien. On retrouve la phrase c'est vegan. Alors bizarrement cette phrase c'est écrit en tout petit. L'élément essentiel de marketing c'est on est vegan, venez nous acheter. Et c'est écrit en petit, de la même couleur que le reste du packaging. Après on comprend pourquoi. Parce qu'en fait, quand on retourne l'étiquette, il y a le logo vegan européen. Je pense clairement que c'est fait pour ne pas être dans le panneau greenwashing au niveau vraiment de leur packaging, de leur façade de packaging. Par contre, ils savent très bien que les consommateurs qui consomment du bio, des trucs vegan, vont tout de suite aller chercher le label. Et le label, il est au dos, et là, il est vraiment assez gros, on peut pas le louper. Donc je pense que c'est vraiment pour cibler le côté un petit peu plus professionnel, un petit peu plus sérieux de la marque. Voilà, tac, le logo, il est au dos, on n'a pas besoin d'en faire plus. Je pense que là aussi, c'est bien fait pour qu'il n'y a pas forcément marqué, en gros, on est vegan, vraiment sur le devant du packaging. C'est assez subtil. Le logo en lui-même, c'est un mélange avec d'un côté sérieux et un côté très personnel. Il y a un effet case à remplir, parce que voilà, il y a vraiment cet effet bande là, où on pourrait dire c'est du surlignage. Je trouve que c'est très en raccord avec la cible 15-25, ce côté petite case remplie à la main avec une écriture manuscrite. Et ça m'a surtout fait penser au template d'Instagram. Je trouve que ça a vraiment fait penser à ça, c'est vraiment un esprit Instagram. Il manquait plus que 2-3 petits gifs et puis ça y est, on était dedans. Hein. Donc sinon, le logo est assez simple, il n'y a pas vraiment grand chose à y comprendre. Donc comme je disais, il y a la certification vegan. Alors attention, parce que la certification vegan veut simplement dire qu'il n'y a pas de produit issu de l'animal dans la composition finale. Ça ne veut pas dire que le produit n'a pas été testé sur des animaux. Alors les produits qui sont fabriqués en Europe à l'heure actuelle ne peuvent plus être testés sur les animaux, mais il faut comprendre que cette marque est américaine à la base et que ce soit le produit fini ou les ingrédients sont potentiellement testés sur les animaux. Il n'y a pas de logo cruelty free, ça c'est vraiment con parce que je pense qu'ils auraient été super bons de mettre le logo vegan, la certification vegan et la certification cruelty free. Je trouve ça un petit peu louche qu'il n'y ait pas le cruelty free, donc je suppose que il doit y avoir quand même certains ingrédients qui sont testés sur les animaux. Et ben voilà pour le marketing, hein, on en a déjà fait un gros pavé. On va s'attaquer aux compositions des produits et donc on va voir si la composition tient la route, qui est quand même en accord avec leur marketing ou si justement il n'y a que du caca dedans. Donc on va commencer par le shampoing. Donc j'ai analysé celui qui est donc le jaune là, le Oasis réparatrice. Donc déjà ça commence mal. Tensioactif, voilà, c'est un tensioactif bien pourri. Après tout se passe très bien. Au niveau du parfum, pas trop d'informations dessus, c'est juste marqué à un endroit que les parfums sont élaborés de façon très naturelle, machin. En gros, c'est des huiles essentielles. Ou en tout cas, ce sont des fragrances naturelles. Alors je sais plus comment mettre ça, parce que c'est marqué huile essentielle ou c'est pas hydrolat, c'est l'autre terme. Je le mettrai juste là parce que j'ai un trou de mémoire. Sinon on trouve du PEG9, donc ça c'est un silicone tout bêtement, hein. C'est un produit pétrolier. On a du guar isopropyl trimonium chloride, donc ça c'est une substance filmogène, c'est pas très top, voire pas du tout. Après il y a un agent complexant, le disodium EDTA qui est vraiment pas top non plus, donc bon, c'est pas la grosse cata.
mais qui a quand même un bon tiers des éléments qui est pourrave. Donc pas top. J'ai voulu comparer avec l'autre shampoing qui est celui au beurre de Mouroumou là, je sais toujours pas comment ça se prononce, hein, ça a pas changé, et à la rose. La composition est vachement plus longue parce que j'ai été justement comparer deux compos pour voir si c'était la même composition et qui changeait juste le parfum, comme certaines marques peuvent le faire, ou si vraiment c'était adapté. Alors celui pour les cheveux colorés, les tensioactifs sont des tensioactifs doux ou tensioactifs moyens, on va dire. Là-dessus il n'y a pas de souci. Donc il y a toujours le même agent filmogène, la guar hydroxypropyl trimonium chloride. On a un Laurette qui est un émulsifiant tensioactif cacaburk. Donc là j'aime beaucoup plus loin dans la composition. Donc on a toujours notre disodium EDTA, donc l'agent pour complexant. On a un autre PEG. En fait on a quasiment la même chose, à part que dans celui-ci il y a un petit peu plus de conservateurs. Mais dans l'ensemble, les deux shampoings, voilà. Alors je sais pas pourquoi le shampoing donc réparateur, il y a un tensioactif qui est beaucoup plus agressif dès le début par rapport aux cheveux colorés. Je sais que les cheveux colorés, automatiquement, ils ont besoin de plus de tendresse, on va dire, mais c'est pas forcément, moi je trouve que c'est pas forcément justifié comme composition, mais bon, après la composition est très bateau, il n'y a pas de substance en plus pour faire en soin du cheveu, par les trucs très très basiques comme la glycérine, il n'y a rien pour réhydrater, pour réparer entre guillemets le cheveu, au niveau de la couleur, il n'y a pas non plus de... Voilà, pour moi c'est vraiment des shampoings hyper basiques, j'ai envie de te dire, je pourrais même utiliser celui pour la couleur, je pense pas que ça me fasse quelque chose de plus ou de moins sur la tête parce qu'ils ont vraiment rien de particulier propre à leur gamme définie. Alors après l'après-shampoing, eh ben j'ai envie de dire tous les après-shampoings sont composés exactement de la même façon. Ils ont seulement changé, en gros, le parfum pour être chacun dans leur gamme. Hein. On a le BM Trimonium Chloride, petit quaternium qu'on retrouve dans l'après-shampoing de chez Desert Essence aussi, c'est sympa. Et voilà, il y a aussi 2-3 solvants. Là, il y a plus des solvants qui portent problème. Et puis cet agent complexant, le disodium EDTA, ils ont dû avoir une promo sur celui-là, parce qu'il y en a à peu près partout. Donc les deux après-shampoings sont quasiment identiques, alors que comme je disais précédemment pour le shampoing, ils sont pas censés avoir la même fonction par rapport, vu qu'ils sont adaptés à un type de cheveux. Et ben non, c'est exactement le même, hein, rien à foutre. Du pur marketing. Les gels douche, ça paraît logique que les compositions sont identiques et qu'il y a seulement le parfum du gel douche en question qui change, ça y a pas de souci. Les gels douche sont pas si pourris que ça, parce qu'il n'y a pas de tensioactifs de merde, il y a vraiment que des tensioactifs doux, voilà, c'est pas catastrophique. L'agent filmogène qui est encore là, on sait pas trop pourquoi. Il y a du cétrimonium chloride qui est donc un conservateur émulsifiant et démêlant, qui est un magnifique aussi quaternaire. Donc là il fait office de conservateur tout simplement. Mais le reste de la liste est très bien. Donc dans les deux cas c'est pareil. Franchement là je sais pas pourquoi ils ont été fous de ça. Pourquoi ils n'ont pas été enlevés ces trois composants qui sont un petit peu moyens. Je pense qu'il n'y avait pas trop de grosses difficultés à faire un gel douche, on va dire, je vais pas dire bio, mais un gel douche clean, pas trop cher. Je pense qu'à l'heure actuelle il n'y a peut-être pas trop de difficultés, mais je sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas. Et j'ai analysé aussi le lait pour le corps. Donc j'ai pris celui au beurre de karité et l'autre c'est le coco. Alors là, les listes sont à rallonge. Contrairement aux autres produits, je trouvais justement il n'y avait pas tant de choses que ça dedans. Par rapport à certains produits conventionnels où la liste, c'est une liste de courses pour une famille nombreuse. Le lait corporel, je ne sais pas ce qui s'est passé, les listes sont hyper longues. Le début est très bien, pas de souci. Bon, on a une substance tampon qui est vraiment merdique, ça c'est pas top. Après on a du carbomeur. Pourquoi ils ont été foutus du carbomeur dans leur composition? C'est un élément très très problématique au niveau environnemental. Alors, un geste pour la planète, déjà, mais pas de lait corporel de notre marque, hein, parce que sinon tu fais pas du tout un geste pour la planète. Alors le BHT c'est un antioxydant classé perturbateur endocrinien, donc voilà. Tu es en beauté, mais pour pas très longtemps, parce que tu vas taper un petit cancer derrière, ce sera très sympa. Polysorbate, donc c'est tout simplement un PEG, donc du plastoc. Hein. Et là aussi, il y a un problème environnemental, parce qu'automatiquement, cette petite chose se retrouve dans la nature. Là aussi, les deux compositions sont identiques, il y a simplement le parfum qui change. Donc automatiquement, on a peut-être un ou deux de plus allergènes par rapport à l'huile essentielle qui est utilisée pour le parfum. Mais à part ça, voilà, la compo est quasiment pareille. Et pour conclure,
Les compositions sont un peu pourries, c'est vrai, il y a quasiment un tiers, voire les produits, il y a le plus de choses, on va dire, il y a peut-être 10% du produit qui est vraiment dégueulasse. C'est pas si dégueulasse que ça, on est quand même dans du positif dans cette marque, on va pas non plus jeter des cailloux. Le marketing est un petit peu chelou. Le ciblage vegan est quand même assez bien fait. La composition, on se rapproche vers un truc bio, mais il y a encore beaucoup de choses à faire quand même pour être totalement sur un produit qui pourrait passer au bio. C'est un bon point, mais voilà, c'est un produit où je suis entre deux, quoi. C'est le seul problème que j'ai, c'est un peu sur le côté marketing, du côté écologique, vegan égale écolo égale proche de la nature. Là-dessus, je trouve que c'est un petit peu tendancieux parce que voilà, leur composition ne reflète pas du tout leur marketing et c'est vraiment dommage. Et j'aurais aimé que sur leur site, leur histoire de gestes pour la planète soit vraiment beaucoup mieux définie, qu'il y ait vraiment quelque chose de mis en place, qu'il y ait vraiment, je sais pas, une association avec des gens qui font des choses réelles pour la nature, qui est vraiment un but précis, qui est vraiment des bons conseils et pas seulement fermer le robinet quand on se brosse les dents, quoi. J'aurais voulu que ce soit des choses qu'on n'entend pas partout, qui est vraiment des conseils que tu dis ouais tiens j'avais pas pensé, c'est vraiment conseil vraiment top, quoi. Alors ils font aussi des brosses à dents en bambou avec des poils infusés donc aux différents parfums de leurs différentes gammes. Je n'ai pas trouvé de détails sur les poils des brosses à dents, ça vous met 100% en bambou mais les poils automatiquement sont pas en bambou. Ça c'était plutôt bien, je trouve, dans leur démarche écologique de mettre des brosses à dents en bambou. Mais je sais pas, je trouve qu'ils ne valorisent pas ça au niveau de leur marketing, ils partent quand même dans une imagerie très produit conventionnel, hein. On est vraiment dans les beautés type Garnier, L'Oréal, tout ça. Vraiment on reste dans le conventionnel et c'est là que tu remarques que ça a vraiment une marque faite par un grand groupe qui est juste là pour faire du fric et pour marcher sur le dos des entre guillemets vrais véganes, des true véganes si on pourrait dire ça comme ça. Je sais pas, c'est à double tranchant parce que c'est bien d'un certain côté de faire rentrer la plupart de la population dans ce type de produit et en même temps quand tu utilises des produits qui sont bio, qui sont véganes, qui ont vraiment une conscience écologique, une conscience éthique, je trouve que cette marque dévalorise toutes les petites marques justement qui ont vraiment un impact fort sur l'écologie, qui essayent de faire des choses bien. Cette espèce de faux marketing sur l'écologie, ça me laisse un peu sceptique sur l'ensemble des choses. Le greenwashing s'attaquait vraiment au monde bio et voilà, le greenwashing est en train de passer sur le monde vegan et après je ne sais pas sur quoi ils vont partir exactement, mais je trouve qu'ils sont en train d'essayer vraiment d'utiliser tout ce qui est tendance pour vendre du produit tout simplement, quoi. Et voilà, c'est encore une marque qui est là juste pour vendre et pas pour emmener les consommateurs vers une démarche de mieux consommer, de mieux agir pour l'environnement et ça c'est vraiment dommage, quoi. J'espère que cette vidéo décryptage vous a plu. Si vous avez des commentaires, des suggestions à me faire, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo et que tu as envie de la partager, n'hésite surtout pas. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!